Juste pour vous aviser qu'on va commencer dans une petite minute. Les caméras, c'est bon. Bon. Bonjour à tout le monde. Merci d'être réunis ici ce soir. C'est un beau groupe. Alors, j'aime ça, des soirées avec plein d'inscrits comme ça. Ça va être dynamique pendant la période de questions. Alors, bienvenue à tous à la 3e édition de Humaniscience, une soirée causerie. Donc, Humaniscience se veut donc une soirée causerie où l'on discute de sciences, bien sûr, mais surtout en mettant de l'avant l'humain, l'utilisateur de cette science, l'utilisateur des soins médicaux, les patients, l'usager, le citoyen, donc un peu tout le monde. Donc, nous voulons par cette soirée causerie ouvrir la discussion aux membres du public, donc vous. C'est pourquoi on va avoir des belles périodes de questions un petit peu plus tard dans la soirée. Donc, le format de la soirée est très simple. Il y a moi qui est le modérateur, qui est également patient partenaire, qui travaille ici au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. On est situé au centre de recherche du CHUM. Et j'ai ce soir la chance d'avoir 4 panélistes. Donc, Mme Ghislaine Rouly, qui est également patiente partenaire avec moi au Centre d'excellence. Manon Chouanière, qui est chercheure ici régulière au CRCHUM. Céline Charbonneau, qui est présidente de l'Association québécoise sur la douleur chronique. Et Dr Gilles Lavigne, qui est également médecin ici au CHUM en médecine dentaire. Dentiste. Il vous expliquera tantôt plus en détail. Donc, ce soir, on va discuter de la crise des opioïdes et aussi de la gestion de la douleur chronique. Donc, c'est un sujet, je pense, qui interpelle beaucoup. C'est pas pour rien qu'on ait une belle salle comme ça ce soir. Par la suite, on va ouvrir les micros à tous. Donc, pendant la première heure, on va vraiment faire le tour du panel. Il y aura une petite période de questions entre ça, mais on a tellement de choses à dire. Mais la dernière demi-heure, faites-vous-en pas, ça va être vraiment pour vous. Donc, on va pouvoir discuter très librement. Donc, avant de laisser la parole un peu à nos invités, j'aimerais mentionner qu'Humaniscience, c'est une initiative conjointe entre le Centre de recherche du CHUM et le Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Puis aussi, on m'a demandé, d'entrée de jeu, de dire c'est quoi de la douleur chronique. Parce que moi, je pensais qu'il y avait une explication très scientifique et très longue, mais finalement, c'est relativement simple. C'est une douleur, finalement, qui est plus longue que ce à quoi une guérison devrait l'être. Hein? Donc, si on parle de... Par exemple, moi, je suis patient partenaire ici, j'ai été transplanté des poumons. En théorie, ma douleur aurait dû durer 3 mois, elle a duré 3 ans. Donc, je ne savais pas, j'ai souffert de douleur chronique. Donc, la vraie définition, donc la douleur chronique est une douleur continue ou récurrente qui peut durer plus longtemps que la période normale de guérison d'une maladie ou d'une blessure, ou plus de 3 à 6 mois. Donc, on va commencer par faire un petit tour de table de notre panel. Je commencerai par Ghislaine. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi. Bonjour, mon nom est Ghislaine Rouly et comme le dit Alexandre, je suis une patiente partenaire. Je suis une patiente depuis ma naissance. Je suis née avec 2 maladies orphelines. Ça a pris 33 ans avant qu'on réussisse à trouver ce que j'avais. J'ai eu aussi 3 cancers. J'ai eu la chance, si je peux dire, d'avoir les 2 premiers cancers étaient jumelés. Et pendant la chirurgie, j'ai fait un arrêt cardiaque. Et suite à ça, on m'a gardée pendant 5 mois et 28 jours dans le coma. Et j'ai eu mon 3e cancer en 2007. Donc, inutile de vous dire que des opiacés, des médicaments, j'en ai eu, j'en ai pris et j'en prends encore.
C'est sûr qu'avec par où je suis passée, j'ai énormément de séquelles, entre autres la mémoire. Donc, vous m'excuserez si par moment ça cafouille un peu, comme maintenant. Et tout ça pour vous dire qu'il y a encore quelque temps, j'ai essayé d'arrêter les médicaments. Certains médicaments, j'en prenais comme pas mal, la méthadone, l'oxycontin, d'autres opiacés, etc. Mais suite à tout ça, le Lyrica aussi. Et suite à tout ça, j'avais fait une prise de poids énorme. J'étais devenue ce qu'on appelle obèse. Et évidemment, ce n'est pas très agréable. Il y a aussi des effets secondaires qui sont pas très drôles non plus. Donc, j'ai essayé avec mon équipe de médecins de voir ce qu'on pouvait faire et d'arrêter tous ces médicaments. Ce qui a été fait. Donc, j'ai passé une période en sevrage qui a été, disons, avec les médecins, suivi par les médecins. Ça a été très difficile. Et on a essayé toutes sortes de médicaments parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'avec les 2 maladies orphelines que j'ai, je suis allergique et intolérante ou intolérante à 265 médicaments plus leurs dérivés. Donc, c'est assez compliqué, disons, de trouver le bon médicament. Mais on a réussi et suite à ça, on a décidé de me mettre sur le fentanyl. Et j'en ai encore. J'ai encore mes patchs de fentanyl. Je prends 150 mg de fentanyl aux 2 jours, plus 10 mg de Statex au besoin. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pas que j'ai vraiment envie de vous raconter ma vie. C'est pas très intéressant, mais c'est tout simplement qu'on peut vivre bien avec des médicaments qui font peur à tout le monde maintenant. Quand je dis à certains des patients avec qui je travaille que je prends du fentanyl, c'est comme si je disais un gros mot. Fentanyl, ça fait peur et c'est malheureux. C'est un choix que j'ai fait. J'ai fait un choix tout à fait délibéré, conscient, bien réfléchi en me demandant, quand j'ai fait tout ce sevrage, etc., est-ce que je veux vraiment recommencer à prendre des opiacés? Quels sont les bénéfices, puis quels sont les problèmes que ça crée? Puis quand j'ai bien compris, quand j'ai vraiment analysé la situation, quand je ne prenais plus de médicaments, on n'arrivait pas à me soulager, j'étais hospitalisée avec des douleurs insoutenables, dans le noir, parce que la lumière me fait très mal. J'avais aucune qualité de vie. Rien. Plus capable d'être à la maison, plus capable de jouer avec les chiens, plus capable de travailler, plus rien faire. Donc, j'ai fait un choix et j'ai décidé de recommencer. Je suis suivie véritablement par l'équipe régulièrement. On a remonté, puis on a redescendu au fur et à mesure. Puis là, je suis arrivée, comme je vous dis, à mes 150 et mon 10 mg d'entre-dose. Et c'est stable. C'est vraiment stable. Par contre, j'ai une qualité de vie que j'avais perdue. J'avais vraiment cru que j'avais tout perdu. Donc, il faut faire une différence entre des gens qui, malheureusement, on leur donne les mauvais médicaments pour les mauvaises raisons, etc. Ceux qui prennent le méchant fentanyl dans la rue, du bon fentanyl que j'appelle pour moi, par exemple. La seule chose qui me dérange beaucoup, c'est que dernièrement, avec l'équipe des pharmaciens avec qui je suis, qui me suivent depuis 20 ans, quand j'ai fait le dernier renouvellement du fentanyl, ma pharmacienne toute penaude me dit « Ghislaine, il faut que je te parle. » Elle m'a fait rentrer à côté. Puis elle me dit « Écoute, je m'excuse, mais il faut que je te donne une trousse. » J'ai une trousse de quoi? Alors, ça s'appelle le naloxone. Alors, le naloxone, c'est au cas, véritablement, où je ferais
une overdose, une surdose. Et bêtement, véritablement, je suis partie à pleurer. Parce que je me suis sentie comme jugée, comme si je n'étais pas une bonne personne, comme si c'était honteux de ma part de prendre le fentanyl. Et puis elle me dit, mais est-ce que tu vas la prendre? Je dis non. Je dis, ça fait 12 ans que j'en prends, ça fait même plus que ça que je suis sur les opiacés. Je n'ai jamais fait de surdose. Je suis même maniaque, j'ai très peur, je calcule, je regarde, je cache même mes médicaments à la maison et personne ne sait où ils sont. J'ai vraiment une conscience de la dangerosité. Mais est-ce que ça fait de moi une droguée? Non. Est-ce que je suis habituée aux médicaments? Oui. Est-ce que je vais arrêter? Non. Alors, je pense que tout ça, c'est un débat qui est excessivement important et on devrait en parler vraiment et de faire voir à quel point le bon médicament pour les bons soins est important et que l'on arrête de juger et de faire peur à tout le monde. Ça serait mon souhait, de dire les véritables choses là, dans les médias et que l'on ne fasse pas en sorte que les patients se sentent coupables ou comme des drogués, ou etc. Puis pour en venir aux drogués, pour moi, ce sont des gens aussi qui devraient être soignés et ne pas les mettre de côté. Et je pense qu'eux aussi, quand ils souffrent, parce qu'ils souffrent de douleurs, etc., eux aussi ont le droit d'avoir le vrai, le bon fentanyl pour se soigner. Donc, il faut démarquer, il faut vraiment réfléchir à ce que l'on fait et à ce que l'on dit. Voilà. Merci beaucoup, Ghislaine. Je pense que ça met très bien la table pour le reste de la soirée. Manon, je te demanderais rapidement un peu, ta présentation déjà, savoir un peu qui tu es ici au Centre de recherche, mais qu'est-ce qui t'a amené à travailler comme ça sur la crise des opioïdes, la gestion de la douleur, tout ça? Merci, bonsoir. Comme Alexandre mentionnait, je suis chercheur à temps plein ici au Centre de recherche du CHUM. Je ne fais pas de la recherche en laboratoire, je fais de la recherche avec des gens qui souffrent de douleurs aiguës ou de douleurs chroniques. Et ce qui m'a amené à travailler sur les effets négatifs de la crise des opioïdes auprès des patients qui souffrent de douleurs chroniques. Et aussi, je m'intéresse à quels patients sont les plus susceptibles de bénéficier de ce type de médicaments et ceux qui sont le moins susceptibles de bénéficier de ce type de médicaments. Et en fait, l'étude qu'on fait sur l'impact, les études qu'on fait sur les impacts négatifs de la crise des opioïdes pour les personnes qui souffrent de douleurs chroniques, je siège sur le conseil d'administration de l'Association québécoise de la douleur chronique, dont la présidente est Céline Charbonneau. Et c'est Céline, lors d'un conseil d'administration il y a 3 ans en fait, parce que l'Association québécoise de la douleur chronique offre des groupes d'entraide auprès des personnes qui souffrent. Il y en a dans différentes régions là, à travers le Québec. Et Céline est arrivée au conseil d'administration en disant « Ah, c'est effrayant comme les patients, ils sont anxieux, les patients qui prennent des opioïdes, ils ont peur qu'on coupe leur dose, ils ont peur qu'on diminue leur dose, ça crée beaucoup d'anxiété puis d'insécurité. » Elle dit, est-ce qu'on ne pourra pas faire de la recherche là, sur l'impact de la crise des opioïdes? Puis Dieu sait que c'est médiatisé, puis ça a été beaucoup médiatisé, et ça a contribué à stigmatiser encore plus les patients qui souffrent de douleurs chroniques, parce qu'il y a déjà un stigma associé au fait de souffrir de douleurs chroniques. On entend des gens dire « Ah, c'est des paresseux, ils ne veulent pas travailler » ou « c'est dans leur tête », etc., etc. Alors, avec la crise des opioïdes, on ajoute
un double stigma, à savoir que c'est des drogués et qu'ils sont accros à leurs médicaments, etc., etc. Alors, c'est vraiment une patiente partenaire qui a initié mes travaux de recherche et j'en suis très fière. On va continuer avec la patiente partenaire, justement. Céline, qu'est-ce qui t'a amené aussi, justement, à présider comme ça l'Association québécoise de la douleur chronique? Qu'est-ce qui m'a amené à présider? C'est parce que le président antérieur partait, fait que... C'est toujours ça qui arrive. Pas grand mérite. Il y a... évidemment, toute la douleur chronique, là, c'est pas un sujet le fun, tu sais, bon, mais c'est un sujet qui finit par te passionner. Quand toi, tu as été affecté depuis très, très longtemps dans ta vie. Alors, pour faire une histoire vraiment brève, j'ai eu la chance de pouvoir être traitée à la clinique de douleur de l'Hôtel-Dieu lorsqu'elle était là pendant 10 ans. Est-ce que c'est une chance? Je pense que oui, d'avoir été bien suivie, bien encadrée. Et avant le fentanyl, c'était du Duragesic. Alors, j'en ai pris pendant 7 ans, au moins 7 ans, avec des entredoses. Puis, tu sais, tout ce qu'il faut. Mais ça m'a permis, personnellement, de vivre, de continuer à travailler, d'être active. Bien, pas tout à fait active, là, mais plus active et en ayant toute ma tête. Parce que quand on prend des opioïdes, c'est pas le trip. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça, j'ai aucune idée c'est quoi d'ailleurs. Mais c'est pour faire en sorte que ta douleur soit acceptable. Parce que intuitivement, tu sais que si tu augmentes un peu, tu sais ça, je ne sais pas où tu apprends ça, mais tu apprends ça dans la vie, que si tu exagères un petit brin, ça peut t'amener ailleurs facilement. Alors, voilà, et depuis, j'ai eu d'autres opérations qui ont été des succès, relativement succès, et aujourd'hui, je ne prends plus rien. Je voudrais parler du sevrage. Le sevrage, moi, on se penche toujours fin, hein, dans la vie. Fait que moi, je dis, on est en vacances, je vais arrêter ça. Non, 2 jours plus tard, j'avais vraiment compris. Alors, ça a pris autant de mois que ça m'a pris, j'en ai consommé. Et ce fut extrêmement facile. Alors, je reviendrai tantôt ce que Manon disait, comment les gens, dans nos groupes d'entraide, on a 26 groupes d'entraide au Québec, et comment les gens quelles conséquences ça a aujourd'hui chez eux. Juste un petit mot que je voudrais dire, je m'excuse si tu me permets. Peut-être juste pour spécifier opiacés, opioïdes, narcotiques, c'est des mots presque des synonymes, là. Frères et sœurs, pour désigner une classe de médicaments particulière qui comprend la codéine, l'oxycodone, le dilodide, la morphine, puis le fentanyl, puis le méthadone. Bon, j'en oublie peut-être, là, mais c'est une même classe de médicaments. Parce que des fois, là, c'est mélangé un peu. Puis l'autre chose, puis Ghislaine y a fait allusion, il faut vraiment distinguer le fentanyl prescrit du fentanyl qu'on retrouve sur la rue, qui contient, puis c'est du fentanyl de contrebande, il vient souvent de la Chine, qui contient plein de substances. Et en fait, les surdoses puis les décès par surdose sont le plus souvent, c'est le fentanyl contrefait qui est le plus souvent responsable des décès. Alors, c'est important là, de faire cette distinction-là. Désolée, j'aurais dû la faire au point de départ. Ben non, puis, alors, puis ça, c'est une chose que dans les médias, on ne distingue pas. Il y a une crise des opioïdes, puis il y a une crise du fentanyl. La crise des opioïdes fait appel aux opioïdes prescrits, puis la crise du fentanyl, c'est le fentanyl de contrebande. Puis il ne faut pas mélanger les deux. Merci Manon pour cette précision. Gilles? Juste pour ajouter, oui. À notre association, à notre conseil d'administration, on a Manon, on a des gens professionnels du secteur que sans la collaboration, on est des patients, il y a Francine qui est dans la salle, et c'est un heureux mélange d'une compréhension commune. Et quand il y a des choses
qu'on relève dans nos groupes d'entraide, parce que la majorité des éléments qu'on discute, c'est des choses qui viennent des groupes d'entraide, bien, on peut avoir des explications complémentaires qu'on transmet aussi par la voie de ces groupes-là. Merci beaucoup. Gilles, tu vas avoir de la difficulté à parler, hein, avec Céline et Manon. En fait, quand on a discuté un petit peu plus au début, il y a quelques semaines, en fait, tu me disais dans le domaine où tu travailles, en médecine dentaire, je ne savais pas qu'il y avait autant de douleurs qui étaient générées par ça. Puis en fait, ça m'a ouvert l'esprit sur justement tout type de douleur qui peut exister. Ce n'est pas juste des douleurs à cause de pathologie X, mais vraiment à cause de... Je trouve ça très intéressant de t'entendre. OK, mais je vais te relancer là-dessus. Mais juste avant, je vais mentionner, on parle de la crise des opiacés. On va bientôt, ça a commencé, la crise des benzodiazépines. Il va y avoir une crise du cannabis, c'est inévitable, parce qu'il y a plusieurs formes de cannabis. Et il y a aussi, hier, on a reçu de Santé Canada d'être très prudent, je l'ai envoyé aux résidents, d'être très prudent avec les co-prescriptions, comme des opiacés, des opioïdes, OK? Et le prégabalin. C'est quoi le prégabalin? C'est un médicament pour l'épilepsie, mais qu'on utilise dans certaines douleurs. Puis la combinaison des deux peut amener des problèmes. Et ça, on va reparler tantôt un peu des statistiques, là. Oui, les dentistes ont un rôle. Je vois mes résidents le lundi, quand vous voyez des cas, à chaque fois, ils me font « Bon, pourquoi on est là? » Ici au CHUM, on a le bonheur, grâce à une dame qui a déjà été premier ministre pour une courte période, tout le monde sait de qui je parle. Elle avait décidé que quand on avait des patients en douleur, qui avaient des problèmes de cancer de la bouche ou des lésions qu'ils ne savaient pas, ils peuvent venir dans les grands centres hospitaliers, ils peuvent être vus, et c'est remboursé par l'assurance maladie pour les diagnostics, pas les traitements. Les traitements, ce n'est pas couvert. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que la dentisterie, c'est un peu un orphelin. De ce côté-là, les douleurs faciales, c'est 8 à 10 de la population qui en a. Et dans toutes les études, c'est toujours oublié. Mes collègues font des enquêtes, ils oublient la douleur faciale. La douleur faciale, c'est souvent associé à une douleur de cou. Souvent associé, la douleur faciale est l'ATM, l'articulation temporomandibulaire, les névralgies du trijumeau. C'est souvent associé à des maux de tête, c'est associé à de la fibromyalgie. Fait que ça répond à ta question. Maintenant, je vais rentrer dans mon truc. Vous m'aviez demandé, Alexandre, tu m'avais demandé, pourquoi la douleur, à quel moment ça m'a frappé dans ma vie? Moi, j'ai grandi dans les Basses-Laurentides, à la frontière de l'Ontario du Québec. Mon père est un médecin de famille. Bon, je sais, c'est pas poli de dire ça encore à un fils de médecin. Non, c'est pas ça. Mon père travaillait où étaient les usines. C'était un médecin qui a commencé à faire des sous quand l'assurance maladie était créée. Avant ça, il travaillait, on était payé avec des fraises, des lapins, des canards. C'était comme ça que ça marchait. Et il y avait dans le sous-sol de la maison sa petite clinique. Et il travaillait dans un petit hôpital de Serres, OK, pas loin. Et un jour, je me suis fait réveiller en pleine nuit. Il y a un enfant qui avait joué avec des allumettes, puis il y avait un pyjama en nylon. Fait que là, Manon sait de quoi je parle. Et l'enfant hurlait. Fait que là, moi, je suis rentré, puis là, j'ai ouvert la porte, puis j'ai vu. Puis là, mon père, il n'a rien dit. Je pense qu'il a voulu me marquer, là, puis il a réussi. Et là, je me rappelle qu'il injectait des médicaments. Je lui avais demandé c'était quoi. Puis là, l'enfant n'était pas soulagé. Et tout ça pour dire que beaucoup de médicaments qu'on utilise ne fonctionnent pas toujours. On a un collègue, Raoul Daou, à Sacré-Cœur, où je travaille, parce que je suis chercheur en douleur et sommeil. Et Raoul a montré que la morphine, là, à l'urgence, ça marche à peu près chez un patient sur 2. Donc, on peut être répondeur ou pas répondeur. Je vais te donner un exemple. Alexandre, tu nous parles d'un problème, mes résidents te disent « Ah, l'acupuncture est une alternative. » Si tu dis « J'y crois pas », vas-y même pas. Il ne faut jamais oublier cette dimension. Il y a une dimension de ton acceptation sociale, ton acceptation psychologique, et pour que ton bio fonctionne. Fait que tout ça nous amène à un autre problème. Ma conjointe a passé dans une étape, tu l'as bien connu, Christiane, a passé dans une étape de fin de vie. Et je vous écoutais tout à l'heure parler du fentanyl. Je vois encore Christiane qui était très, très douloureuse. Puis une jeune résidente rentre et elle dit « Madame, on va vous enlever le fentanyl, là, parce qu'on a peur que vous deveniez toxicomane. » Elle a dit « On m'a dit que j'avais 3 mois à vivre. Si je suis gelé pour 3 mois, c'est fantastique, là. » Donc, on se rend compte qu'il faut démystifier, pas juste
dans le public, il faut démystifier aussi entre nous. Je regarde mes résidents, là. Des fois, vous avez peur, hein, quand vous voyez des gros cas de douleur, les patients ont des listes longues comme ça, ce que vous décriviez tout à l'heure. Il faut replacer. Mais ce n'est pas facile non plus pour eux, parce qu'ils sont influencés par les journaux. Et les journaux, j'aimerais bien que la quantité du message, des fois, soit un peu moins grande, mais qu'on ait de la qualité dans le message, qu'on parle de prévention. Et c'est pas vrai que moi, je peux juste faire des prescriptions. Je vais prendre un exemple, puis je vais terminer là-dessus. L'insomnie. C'est quoi l'insomnie? Vous avez de la difficulté à vous endormir plus que 30 minutes, 3 fois par semaine pour un mois. Le médecin va dire que vous êtes insomniaque. Il vous prescrit une pilule pour dormir. Une pilule pour dormir, ça marche combien de temps? 2 à 4 semaines. Ça dépend des individus. Après ça, ça n'a plus d'effet. C'est quoi le meilleur traitement pour l'insomnie? Les psychologues. C'est démontrer, toute la science est là. Donc, je prends l'exemple de l'insomnie parce qu'il faut sortir un peu de la morphine et de tous ces médicaments-là. Et si on le regarde comme ça, mais ça nous prend plus de psychologues. Mais à l'université, il y en a combien qui rentrent puis combien qui sortent? Tu as aussi le problème que c'est pas couvert par la Régie de l'assurance maladie. La même chose avec la physiothérapie. Puis on sait, puis on a les preuves à l'appui que juste des médicaments pour la douleur chronique, ça ne fonctionne pas. C'est une combinaison à faire... C'est ce que je voulais. Non, c'est faire de l'exercice. Il y a plusieurs patients qui peuvent être aidés par un psychothérapeute, des groupes d'entraide, des techniques d'autogestion, des choses simples. Là. Alors, tu sais, de penser que c'est une panacée, là, puis que juste avec des médicaments, c'est faux, ça aussi. Gilles, maintenant que tu as perdu ton micro, je vais continuer avec Manon. En fait, je me demandais... Je trouve que je parle trop. Je vais couper. Tu vas couper? OK. En fait, ton programme de recherche ici qui s'attarde justement à la crise des opioïdes, puis est-ce que justement ça s'attarde à cette combinaison-là de médicaments et de méthodes alternatives? Oui, j'ai fait certaines études, puis on en fait encore, où on utilise une combinaison de médicaments, puis on essaie d'identifier quelle est la meilleure combinaison qui va faire en sorte que le patient va plus en bénéficier. Tout l'aspect d'autogestion, là, des programmes d'autogestion, ça peut être extrêmement aidant, puis beaucoup de patients en bénéficient. Là. Puis, c'est ça. Je parle plus. Par programme d'autogestion, t'entends quoi? Bon, premièrement, c'est souvent les personnes qui souffrent de douleurs chroniques ont une très mauvaise hygiène de sommeil. Donc, d'enseigner, c'est quoi les principes? Tu ne vas pas te coucher tant que tu t'endors pas. Tu ne restes pas dans le lit plus que 15 minutes. Ça, c'est tout l'aspect d'hygiène de sommeil. Ensuite, il y a tout l'aspect pour n'importe quel type de maladie chronique, de bien s'alimenter, évidemment, c'est aussi très important. L'exercice physique, les techniques de relaxation, plein de trucs que les gens peuvent apprendre à faire et qui vont faire en sorte que leurs conditions... Puis, tu sais, ça va aussi avec la notion de patient partenaire, que tu n'es pas juste un consommateur de soins, là, que tu vas voir une équipe qui vont te dire quoi faire. Toi-même, tu es un partenaire dans tes soins, puis tu interagis avec des professionnels de santé, puis tu t'autogères ta condition et avec l'aide des professionnels, bien, tu réussis à avoir une qualité de vie qui est acceptable. Je vais ouvrir justement sur un peu un autre sujet parce que tantôt je le mentionnais, je suis patient. J'ai été transplanté ici au CHUM des poumons et du foie. Par la suite, j'ai subi une splénectomie. Fait que je m'amuse à dire que j'ai une espèce de signe Mercedes sur la bédaine. Puis j'ai eu énormément de douleurs. Puis moi, ce que j'ai l'impression, c'est vraiment l'activité physique m'a aidé, quoique il a fallu que j'attende un certain temps avant de reprendre. Et le travail aussi. Juste le fait de reprendre une vie plutôt normale, ça m'a permis, à la place de rester à la maison puis de ruminer mes peines, je pense que ça m'a aidé à me remettre. Aujourd'hui, ça fait 7 ans, puis ça va beaucoup mieux.
Puis l'activité physique, là, tu sais, les personnes qui souffrent de douleur ont tendance à ne rien faire. Tu sais, ils arrêtent complètement, tu sais. Puis, alors que c'est le contraire. C'est sûr qu'on ne peut pas faire autant d'activité physique que quelqu'un qui ne souffre pas de douleur, mais c'est un élément absolument important. Puis, comme Gilles mentionnait tout à l'heure que l'insomnie, le meilleur traitement, c'est des thérapies cognitives qui aident considérablement les gens. Pour la fibromyalgie, c'est un type de douleur chronique où les personnes ont mal partout, le traitement qui est recommandé en premier, c'est l'activité physique, avant même les médicaments. Ajuster et adapter. Oui, bien évidemment, bien évidemment. Puis, dans certains cas où on va ajouter un médicament qui va faire en sorte, comme Ghislaine le mentionnait, qu'elle était capable de faire plus d'activité physique parce qu'elle avait moins mal, puis qu'elle était capable de travailler, etc., etc. Merci, Manon. Ghislaine, justement, dans ta gestion de la douleur, est-ce que, parce que Manon parlait de partenariat patient en lien avec la gestion de la douleur chronique, est-ce que tu as eu cette chance de pouvoir peut-être discuter de cette douleur-là? Parce que moi, j'ai l'impression, puis en discutant, si j'avais parlé de cette douleur-là, j'aurais compris que j'ai de la douleur chronique, puis déjà, ça m'aurait aidé peut-être à m'aligner vers tel ou tel traitement. Pour la douleur chronique, je suis soignée ici à la clinique de la douleur chronique et justement, non, on travaille en partenariat. J'ai eu la chance de pouvoir expliquer justement quand j'ai fait ce sevrage que je voulais absolument plus prendre les médicaments et tout ça. J'ai expliqué le pourquoi, etc. J'ai voulu savoir ce qu'eux en pensaient et c'est ensemble qu'on a travaillé. Donc, je ne l'aurais pas fait toute seule. C'était trop gros. Trop de douleur et puis trop de temps à passer. Donc, de toute façon, je pense qu'il faut toujours, si on veut véritablement avancer progresser mieux dans notre maladie, il faut vraiment travailler en partenariat. En poursuivant sur cette question, je pense que Céline, tu es une personne bien placée pour nous parler justement de la qualité de vie des patients souffrant de douleurs chroniques. Il y a certainement beaucoup de gens qui se réfèrent à toi, qui se réfèrent à l'association. Est-ce que tu peux nous parler de la qualité de vie des patients aujourd'hui au Québec? Bien, ça ressemble beaucoup aux classes sociales. Hein? En fait, c'est comme les classes sociales, c'est un duplicata, ce qu'on retrouve dans la société. Les gens qui sont plus fortunés ont accès à des services parce qu'ils peuvent se payer, parce qu'on sait combien de temps que ça prend. Tantôt, Manon en parlait, combien de temps que ça prend pour avoir des services. Alors, mais n'empêche que tout le monde, quelle que soit la classe sociale, c'est difficile. C'est dur à vivre, c'est dur à accepter. On a des deuils avec beaucoup de S, de deuil, de choses qu'on aimait antérieurement et qu'on doit changer maintenant. Mais le temps du changement, le temps de l'acceptation, ben c'est comme les deuils qu'on fait. Alors, c'est un deuil d'une partie de notre personne. Et puis, évidemment, les personnes qui sont de la classe moyenne ou vraiment pas très fortunées, bien, on augmente les niveaux de difficulté. Parce qu'eux ne peuvent pas aller... on a fait une enquête auprès de nos membres et les trois choses les plus importantes pour eux, c'est avoir accès à de la physiothérapie pour nous mettre en action, avoir des activités qui nous conviennent liées à la douleur, avoir des rencontres avec un psychologue ou un thérapeute, appelons-les comme vous voulez, mais pas attendre ça non plus comme en physio, 1 an et demi avant d'avoir un rendez-vous quand on a de la douleur chronique. Plutôt qu'on intervient auprès d'une personne en douleur chronique, plus de chances qu'on lui donne qu'elle se rétablisse. Et puis, il y a aussi les travailleurs sociaux, à cause de l'importance qu'ils ont, qui peuvent nous aider pour faire des budgets, voir notre vie autrement. C'est des rôles complémentaires, particulièrement dans ces 3 groupes, ces 3 types de professionnels-là. Le grave problème, c'est les gens s'isolent.
Puis les gens ne bougent plus. Beaucoup de gens ne bougent plus. Alors, on prend des médicaments. Souvent, les médicaments, c'est rare, ça fait maigrir, tu sais. Alors, ça fait prendre du poids. Notre estime de soi au niveau physique, qu'on soit un homme ou une femme, nous plaît plus. Il y a des choses, on s'habille différemment. Bref, se montrer en maillot de bain, ça demande un petit peu d'humilité. Et puis, le plus difficile, c'est se sentir jugé, particulièrement par les gens qu'on aime, ou dans le regard, dans le non-dit des autres. Ah, qu'est-ce que tu as? Oui, ça fait tant de temps, tu es en congé de maladie ou tu es en arrêt de travail, tu es en invalidité, tu reçois des prestations d'aide sociale ou, non, c'est pas exactement le bon mot, mais on se comprend. Alors, et ça veut dire, ah ouais, c'est quelqu'un qui profite du système, tantôt on en parlait. Ah oui, c'est quelqu'un qui veut profiter du système. Ah oui, regarde, elle n'a pas de l'air trop malade, la madame, elle a de l'air fine quand même. Alors, et là, avec la question des opioïdes, là, bien, je vous garantis que c'est une méchante grosse couche qui a été mise là-dessus, sur cette stigmatisation, sur les jugements qu'on reçoit des autres. Lorsque je prenais du fentanyl, que je racontais tantôt, bon, bien, dans mon milieu de travail, ils savaient que je prenais de la morphine, là, puis ça réglait l'affaire. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien ça revenir dans ce milieu-là, même à mes amis, mes anciens collègues, que quand je leur dis, ben oui, moi j'ai pris ça, du fentanyl, ils m'ont dit, ben voyons donc, ouais. C'est comme, oui, ils savaient, mais aujourd'hui, ça l'a tellement coloré la situation. Et Gilles, tu as raison quand tu dis ça va être le cannabis, ça va être d'autres choses qui viendront pour détériorer, c'est-à-dire encore plus stigmatiser les gens qui ont de la douleur chronique. Au Québec, il y a 20 des gens qui souffrent de douleur chronique. Hein? C'est prouvé, chers scientifiques. Alors, ça veut dire 1,6 million de Québécois. Hey, c'est du monde, ça. Et c'est de la tendre enfance au grand âge. Évidemment, plus qu'on vieillit, les risques d'avoir la douleur chronique se complexifient. Il y a... et je trouve que c'est d'une tristesse. Tu sais que même les gens qui viennent dans nos groupes d'entraide, même s'ils savent qu'ils sont dans des milieux protégés, il n'y a jamais personne qui va raconter à l'extérieur ce que monsieur, madame ont pu dire. D'ailleurs, on ne connaît que les prénoms des gens. Ça prend un certain temps avant qu'ils avouent ou qu'ils disent, ben oui, moi, je prends des opioïdes, je prends du fentanyl avec des entredoses de dilodide avec un petit peu de ci, un petit peu de ça. Alors, et les gens ont tellement peur, c'est lié à la dépendance. Mais la dépendance, il ne faut pas en faire tout un plat de ça. Parce que quand on prend des pilules pour dormir, comme tu disais tantôt, on devient dépendant. Alors, et quand on prend du fentanyl, oui, on devient dépendant, mais on peut se sevrer quand on y va pas comme... Tu sais, quand on y va tranquillement, là, on s'en sort. Aussi, ça devient une victoire bien personnelle de dire « Ah ben moi, là, maintenant, j'ai pu me sevrer du fentanyl. » Ça devient comme, oups, une fleur qu'on ajoute à notre bouquet. Alors, il y a aussi, si ma mémoire est bonne, on disait c'est 5% des gens qui souffrent de douleurs chroniques qui deviennent toxicomanes. Je veux juste rajouter, je pense que c'est important de distinguer la dépendance physique de la dépendance psychologique. La dépendance physique, c'est sûr que si on arrête des opioïdes ou d'autres types de médicaments, si on arrête tout d'un coup, qu'on va avoir des symptômes de sevrage. La dépendance psychologique, là, on a des comportements qui sont inappropriés et... Qu'est-ce que tu veux dire? Comme se promener d'un médecin à l'autre pour aller chercher différents médicaments, comme en prendre beaucoup plus quand on en a besoin. Bon, il y a différents symptômes comme ça. Et comme on mentionnait, le pourcentage de patients qui souffrent de douleurs chroniques et qui deviennent accros à leurs médicaments au sens psychologique, on estime que c'est aux alentours de 5 %. Puis si on exclut les gens qui ont déjà des antécédents d'abus de substances, comme par exemple l'alcool, la cocaïne, alors le pourcentage de personnes
qui deviennent accrochés diminuent encore plus. Mais ce qu'on entend dans les médias, puis c'est que tout le monde qui prenne des médicaments, des opioïdes, ils sont accros à leurs médicaments. Donc, il faut aussi donner leur juste. Puis l'autre point que j'aimerais revenir, tu m'arrêtes quand je parle trop? Pas de problème. C'est tantôt quand Gilles mentionnait que c'est pas tout le monde à qui ça convient des médicaments comme les opioïdes. On a fait une étude avec près de 3000 patients là, qui étaient traités dans des cliniques de traitement multidisciplinaire de la douleur. Puis, ce qu'on a trouvé, c'est que chez les gens qui n'avaient jamais pris d'opioïdes et à qui on a prescrit des opioïdes, 60 % ont arrêté de prendre ce type de médicaments-là parce qu'il y avait trop d'effets secondaires ou que ça ne les soulageait pas. Et on estime qu'à peu près, chez les personnes qui souffrent de douleurs chroniques, c'est environ une personne sur 5 qui va bénéficier de ce type de médicaments. Alors, c'est sûr que ça ne convient pas à tout le monde, mais chez les personnes à qui ça convient, bien, je pense que ça permet qu'ils puissent travailler, qu'ils puissent avoir une qualité de vie, c'est extrêmement important. Céline, si tu me permets, j'aimerais beaucoup entendre Gilles par rapport justement à cette crise des opioïdes. C'est sûr que ça doit teinter les pratiques cliniques, puis des patients t'en voient beaucoup. Comment ça change ta pratique au jour le jour? Tu me permets-tu de revenir sur un point important qu'elle a dit? Ben oui. Tu as dit dans le non-dit. Okay, le regard des autres sur nous. Là, tantôt, j'ai parlé de ma conjointe. C'était fascinant de voir que les gens évitaient d'approcher le fait qu'elle est en fin de vie. Puis s'il y avait bien une période où j'aurais eu besoin que mes collègues médecins m'en parlent, maintenant on m'en parlait. Toi, tu disais comment ça va. Okay? Il y a une personne un jour qui m'a accroché, qui a appelé à l'université, puis qui a dit « Je veux le voir ». Puis je suis allé, c'était le médecin de famille qui suivait mes enfants et ma conjointe, et elle a dit « Je veux savoir comment tu vas ». Pourquoi je parle de ça? Il ne faut pas oublier la famille. Les résidents, vous rappelez ce que je dis toujours aux patients qui sont en douleur chronique, le patient devient comme le centre d'intérêt, mais la famille, elle souffre aussi. Et ça, je ne voudrais pas qu'on l'oublie, et il faut passer au travers de ça. L'autre chose, il ne faut pas se sentir coupable. Ça, c'est vraiment difficile. C'est tellement difficile que je vais prendre un exemple. Je fais toujours un parallèle parce que je veux qu'on comprenne ça dans un élément plus de société. Quand je suis allé travailler aux États-Unis à Washington, Trump n'était pas encore là, okay? Mais il y avait des extrémistes comme lui. Et un jour, j'arrive au travail, puis on était dans les groupes de recherche sur la douleur, il y avait l'équipe de psychiatrie à côté, et il y a un psychiatre qui commence à nous dire « Est alcoolique qui prend un verre de vin tous les jours ». Là, je commence à penser, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, mes oncles, mes tantes, tout le monde est alcoolique. Je veux dire, un verre de vin rouge, je veux dire, ça fait partie d'une culture. Okay? Alors, en France, en Italie, bon. Ils en prennent deux. Ils en prennent deux. Bien, ça, c'est parce que ça dépend de la hauteur. Et donc, maintenant, là, comment on travaille plus avec définir quelqu'un qui est alcoolique? Bien, si la personne elle prend ces 2 verres de vin, puis elle est totalement fonctionnelle. La famille va bien, tout. Foutez-lui la paix, là. Il fonctionne. Okay? Il ne prend pas son auto quand il a pris son 3e verre de vin, parce que des fois, c'est le vendredi soir. Okay? Puis qui comprend l'impact de ce qu'il fait. Est-ce qu'on va mettre tout le monde alcoolique? Pourquoi je parle de ça? Je reviens à l'insomnie. J'ai des patients qui ont été diagnostiqués par leur médecin de famille insomniaques. On les reçoit au labo de sommeil. On commence à parler avec eux et ils disent « Je me réveille tous les matins à 5 heures. J'adore voir le lever du jour. Je nourris les chiens. L'hiver, je remets des bûches dans le foyer, puis je retourne dormir 45 minutes. Ma vie est belle. » Mais le médecin, il m'a dit « Je suis insomniaque. » Il faut relativer ces choses-là. L'autre chose qui nous fait peur, c'est changer pour pire. Ça nous fait peur. Et ça, c'est un gros problème. Avec l'oxycodone, c'était là qui était le premier signe d'alarme. Michael Conley, il y en a qui savent c'est quoi, il écrit des romans à Los Angeles. Dans ses romans, il expliquait comment avoir un high en crochant le médicament. Tu sais, en crochant, c'était ça, crush the pill.
en la mordant, puis là, ça donne un high. Mais c'est pas tout le monde qui a un high avec la morphine. C'est pas tout le monde qui a un high avec ces pilules-là. Moi, j'ai bien plus de patients qui me disent « je fais le down, je fais le dépressif, je n'ai pas d'énergie, j'ai pas le goût de faire des choses ». Sauf que si le patient, à l'urgence, il nous dit que ça lui a donné un high, là, les médecins, ils ont un système d'alarme qui part, OK, qui devrait partir. Je regarde mes collègues dentistes en douleur post-op. Là, il faut parler avec le patient. Il y en a qui sont capables de dire « je ne retoucherai pas à ça ». OK, c'est pas fait pour moi. OK? Là, donc, il y a tout un système de récompense dans le cerveau. Il faut bien séparer la douleur aiguë de la douleur chronique. Aux États-Unis, ils ont dit, vous ne prenez plus vos doses, c'est ça qui change les pratiques, là. Vous ne prenez plus vos doses, on baisse les doses. Ce qui s'est passé, les gens sont allés dans la rue. Les gens ont commencé à acheter de l'héroïne. Aux États-Unis, l'héroïne a monté, le fentanyl a pris le marché. Le milieu interloque, c'est de la business, là. Si la business abaisse, ils vont aller ailleurs. Ils veulent garder leur grosse auto de luxe, leur haut train de vie. Ils savent qu'ils ne vivront pas longtemps. Ça fait partie d'être dans ce milieu-là, mais ils veulent en profiter. Je le disais un peu de façon sarcastique, mais il faut être réaliste, là. Ça va toujours être comme ça. Et nos collègues des policiers nous aident beaucoup de ce côté-là. Et une douleur aiguë, c'est une douleur qui dure 2 semaines, 3 semaines. 3 mois, là, c'est longtemps. Mais les résidents, hein, quand quelqu'un a une névralgie du trijumeau, puis ça fait 1 mois qu'il l'a, c'est chronique. Il sait qu'il va avoir ça à jour. C'est quoi, à vie, là? C'est quoi une névralgie du trijumeau? Un choc de 220 dans le mâchoire. OK? Tu te laves le visage, ça part. C'est pas facile à soigner, ça. C'est très difficile. OK? Il y a toute une série de choses qu'il faut faire. Fait qu'il faut bien comprendre que, oui, on va toujours utiliser des opioïdes. OK? Pas que je me trompe avec opiacés. Et on va toujours en utiliser, mais on en a besoin. C'est le toolbox, OK? La boîte à outils du clinicien, c'est un des éléments qui peut être utilisé. La différence, c'est que maintenant, il faut plus parler avec le monde. Manon vient de dire, moi, quand j'ai quelqu'un qui me dit j'ai eu des problèmes d'alcool, j'ai eu déjà des problèmes au casino. Il y a toute une série de trucs. Tu sais que c'est une personne fragile. OK? On a toutes des petites manies. Là. Moi, j'aime bien gros les bateaux. Là. Je suis un maniaque de voilier. Mes enfants, ils étaient sûrs que j'en aurais un super gros. Il y a 35 ans, mon voilier. C'est un vieux voilier. Je suis dentiste. Là. Je le frotte comme une belle dent. Là. Il est blanc, il est brillant. OK? Mais je ne suis pas assez fou pour mettre de l'argent là-dessus. C'est le moyen le plus inconfortable, le plus lent et le plus cher pour se rendre d'un point à l'autre. Céline, une petite intervention après ça. Chacun nos dépendances. Hein? Après, on ira à la période de questions. Moi, j'aurais une question. Peut-être que je précède un peu la période de questions, mais parfait. Manon, tu sais, la recherche que tu as faite là, avec autant auprès de nos membres, des gens de la population au Québec, et quand tu fais la comparaison avec la Colombie-Britannique sur la prise des opioïdes, moi, j'aimerais peut-être que tu dises toi-même, pourquoi au Québec c'est différent? Pourquoi cette crise-là n'a pas l'ampleur qu'on retrouve ailleurs? Y a-t-il d'autres choses qui s'expliquent? On a parlé un peu. Là. C'est que dans une des études qu'on a fait l'année dernière, on a regardé à l'impact négatif de la crise des opioïdes chez les patients du Québec qui souffrent de douleurs chroniques. Puis on a fait la même chose en Colombie-Britannique. Et où la crise des opioïdes sévit d'une façon beaucoup plus importante. Puis notre étude a montré que de fait, ouais. Et en termes justement de décès, de surdose qu'on peut renverser avec du naloxone. Et puis, c'est vraiment là, en Colombie-Britannique, je suis allée à un symposium sur les opioïdes, un symposium canadien, là. C'est 7 personnes par jour qui meurent, là, tu sais. Et puis la plupart de ces décès-là, c'est justement relié au fentanyl. Alors, c'est vraiment un... Fentanyl de rue, là. De rue, oui, toujours. Il ressemble à ce qu'elle boit, là. Il adore l'incolore. Et puis, mais ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que la province de Québec est la province où on prescrit le moins d'opioïdes et les plus petites
doses. Okay? Il y a des statistiques, là, puis il y a un rapport récent là, au Québec qui est sorti, puis qui confirme que c'est toujours le cas. Il y a moins de décès, il y a moins de surdoses. Et puis, moi, mon hypothèse, c'est que c'est peut-être des relents de catholicisme, là, tu sais, qu'on nous a appris plus jeunes que tu sais, les personnes âgées, là, la première chose qu'ils vont dire, bon, je fais peut-être partie de ces personnes-là, là, mais je sais pas, les personnes plus âgées, mes vieilles tantes, là, tu sais, vont dire, c'est normal souffrir en vieillissant, ou tu sais, je vais me gagner des indulgences au purgatoire si je souffre. Alors, je pense que c'est peut-être, mais je pense que c'est un phénomène de société qui mériterait qu'on l'investigue davantage, là, d'où vient cette... Y a plus de cannabis au Québec? Il y a eu des études qui disent qu'à Montréal, il y a plus de cannabis dans les eaux usées. Vous avez vu ça dans les journaux? Est-ce que les gens prennent d'autres choses? On ne sait pas. Mais c'est... Les médecins ont peur de prescrire des substances. Oui. Ça, c'était l'autre point que je voulais ajouter. Tu sais, depuis là, qu'ils ont fait les lignes directrices aux États-Unis puis ici au Canada en 2017, là, les médecins de famille ont tellement peur, là, soit qu'ils veulent... Il y a certains médecins qui ont arrêté complètement de prescrire des opioïdes. Il y en a d'autres qui ne veulent pas prendre comme patients des patients qui souffrent de douleurs chroniques qui sont sur opioïdes. Trop. Hein? Fait que ça a vraiment un impact sur les pratiques. Puis, ça a un impact pour les médecins de famille, ça a un impact pour les pharmaciens, puis pour les... aussi en post-opératoire. Mais ça peut-être une bonne chose, parce qu'en post-opératoire, là, ça arrivait très souvent que des chirurgiens prescrivaient des opioïdes pour 1 mois, alors que la douleur durait 1 semaine, avec l'idée « je ne veux pas me faire déranger ». Alors, puis là, ce qui arrive, c'est que ces médicaments-là se retrouvent dans les pharmacies. Et puis, à un moment donné, un visiteur ou un ado... Les pharmacies à la maison, pas les pharmacies. Oui, non, je parle des pharmacies à la maison, là. Puis c'est comme ça que les opioïdes prescrits se retrouvent sur la rue. Alors, est-ce que j'ai répondu à ta question? Mon fils... Non, c'était pas toi qui me posais une question. C'était Céline. Mais là, je vous coupe. Je me permets de vous couper parce que je le sens là, que ça veut parler là, dans la salle. Mais je voulais juste ajouter un point. Mon fils qui a dit, là, il y a un accident de moto, il se brise une jambe, puis il y avait du Dilaudid, et il l'avait laissé sur le comptoir. Et là, il nous regardait. Mais vous êtes innocents, les parents, là. Savez-vous, je peux vendre ça 5 $ de la pilule dans mes parties? T'sais, on a aussi un rôle comme parents à ne pas laisser traîner des médicaments. Ça, c'est sûr, effectivement. Alors, question. Qui a les micros? Mireille, est-ce qu'on a des questions dans la salle? Sinon, par la suite, on ira voir sur Facebook Live s'il y a. Question à l'arrière, j'ai vu à l'arrière, puis ensuite, monsieur ici. Merci. Oui, bonjour. En fait, ce n'est pas vraiment une question. Moi, je suis patient aussi. Je prends des opiacés, des opioïdes depuis 20 ans. Je voulais dire que l'ostracisation, le jugement, où je l'ai plus vécu, et je le vis encore, c'est dans le milieu médical. C'est dans les hôpitaux, dans les urgences principalement, ou un spécialiste. À chaque fois que je déboule dans un bureau de médecin, on me fait un interrogatoire, on me dit « il faut que tu arrêtes ça, ça n'a pas d'allure, les doses n'ont pas d'allure ». Et tu sors de là, des fois, en pleurant, je trouve ça difficile. Je ne l'ai jamais vécu dans ma famille ou des amis, mais je pense que le milieu médical devrait être sensibilisé, les médecins, beaucoup,
Vous avez entièrement raison, parce que je l'ai vécu quand ma conjointe était avec son cancer. Je ne pouvais pas parler, c'était elle, c'était normal. Et je voyais comment elle se faisait traiter. Puis j'oublierai jamais le sourire en coin sarcastique d'un médecin qui la regardait. Puis là, il a commencé, il regarde la résidente, puis il dit « Donne-y du MSO4, elle est venue juste pour ça. » Là, ma femme était biochimiste en recherche, elle travaillait aussi avec Manon. Elle dit, vous savez, la morphine, ça se dégrade dans telle molécule, telle molécule. Là, le médecin s'est retourné, il a regardé. Mais je vais aussi donner l'autre côté. Les résidents, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais au cours des années, des fois, il y a des patients qui arrivent et qui marchandent les doses. Je regarde une personne, il y en a qui marchandent le naproxène. Ils leur vendent à des amis, la naprox. Il y en a qui marchandent des pilules pour dormir. Et on est toujours, on s'en va à droite ou on s'en va à gauche. Et on ne doit pas juger au départ, mais quand ça fait 3 fois que tu te fais dire que tu es le pire docteur qu'ils ont jamais vu, que tu es un trou du, OK? Que tu ne comprends rien, que tu ne comprendras jamais rien, qu'on souhaite que ta mère meure. Je dis, elle vient de mourir, c'est correct. OK? Il y a aussi ce problème-là, puis je ne veux pas les excuser, là, mais j'ai vécu l'autre côté aussi. Puis là, ce qu'il faut apprendre, c'est qu'il faut éduquer. Il faut éduquer autant les cliniciens, mais il faut aussi comprendre que des fois, on se ramasse dans des situations vraiment embêtantes. Puis quand quelqu'un dit « Je sais où tes enfants sont, je sais où tu habites », tu sais, ça devient fatigant. Oui, effectivement. Monsieur, ici, s'il vous plaît. Oui. Moi, je m'appelle Michel, je suis de la Montérégie. Bien, je pense que je vais rester assis. Tout le monde est assis. Écoutez, j'ai revécu à peu près tout ce que vous avez dit, surtout madame au bout, là, ça me rejoint beaucoup. Moi, j'ai eu un accident d'auto énorme à l'âge de 17 ans et j'ai été dans le coma plusieurs mois, puis avec des corsets, puis j'ai réussi à revenir, puis j'ai continué à travailler. Puis en 2010, bien, j'ai tombé en bas de ma chaise, puis malheureusement, ça l'a tout redéfait et je recommence à partir de ce moment-là, et je suis toujours pris avec la douleur chronique. J'ai quitté mon emploi parce que j'ai pas eu le choix. J'ai perdu mon permis de conduire parce que tu peux pas conduire avec les opiacés, la morphine, tout ça. L'Erica, mettez-en. Et j'avais pas de médecin de famille. Alors, m'en trouver un, c'était quand même impossible. J'ai dû vider mon compte de banque durant 5 ans. À 140 $ la visite pour voir un médecin. J'ai trouvé ça très dur et un matin, j'ai décidé que j'étais bon, j'arrêtais tout ça et tout seul. Après 3 jours, bien, mon conjoint n'a pas eu le choix, c'est l'ambulance, puis j'ai été hospitalisé 3 semaines. Ça a pris ça pour avoir un médecin du CLSC. Un jeune médecin, tout jeune médecin, mais d'une logique extraordinaire. Si je ne l'aurais pas eu, puis je n'aurais pas eu mon conjoint, je serais mort aujourd'hui. Ça, c'est clair. C'est encore dur parce que j'ai tout perdu mes amis. Du travail, de l'entourage, parce qu'ils m'ont dit que tu es un toxicomane, puis, et que tu sois un toxicomane, pas par choix, ça ne les dérange pas, tu es un toxicomane. Et j'ai aussi suivi avec la clinique de santé cannabis de Montréal. Je suis là depuis le début en recherche. Là, j'ai perdu un autre groupe d'amis. Ça fait que là, je me ramasse tout seul. Puis là, ben, j'ai commencé à appeler mes associations. Puis dire, bien là, c'est le temps que je donne du temps. Puis que je m'implique parce que j'avais plus le choix. Mais j'ai dû reprendre à nouveau quand j'ai sorti de l'hôpital. Puis les douleurs étaient énormes, mais j'avais un médecin extraordinaire. Elle aurait voulu me mettre sur le fentanyl. J'ai eu trop peur. Alors, je pense que je vais y réfléchir à nouveau parce que ce que j'ai, c'est difficile aussi. Là, c'est 350 mg de morphine par jour, plus les entredoses de Dilodil, plus l'Erica, plus 2 antidépresseurs, plus et plus. Et je veux enlever de plus pour en avoir de moins en moins avec le temps en vieillissant. Parce que plus que je vieillis, plus que je sais que je vais perdre de la mémoire, puis les médicaments, ça en fait perdre aussi. Mais j'ai commencé où j'habite, dans la tour qu'on voit. Là. J'habite, ils nous ont maintenant offert un gym. Alors, j'ai commencé depuis 1 mois à faire mon gym. Continue, même si ça fait mal. Mais, madame, vous me touchez beaucoup. Votre histoire me rejoint beaucoup. J'espère que
Merci. On va aller bien, puis... Merci pour votre commentaire. Oui, merci beaucoup. Puis surtout, il ne faut pas désespérer. Il y a toujours une solution quelque part. Il faut juste trouver la bonne personne à qui parler. On va aller sur Facebook maintenant. Il y a une ou deux questions, je crois. Fabienne ou Claudette pour Facebook. Oui, donc on avait 2 questions des médias sociaux. La première, on a parlé un petit peu plus tôt d'activité physique, les bienfaits de l'activité physique. Est-ce qu'il y a des activités physiques qui sont plus recommandées ou plus appropriées pour les personnes qui souffrent de douleurs chroniques? Je pense qu'il faut choisir une activité qu'on aime. C'est ça le secret. Tu sais, si de faire de la course, là, moi, j'haïs faire du jogging pour mourir. Fait que j'ai pas choisi ça comme activité physique. Bien, c'est la même chose si on souffre de douleurs chroniques. Puis, l'idée aussi, c'est de dire qu'on en fait un petit peu plus à chaque fois. Tu sais, par exemple, bon, bien, cette semaine, je vais faire tant de minutes. La semaine prochaine, je me donne un autre objectif. Tu sais, il faut y aller par palier. Mais il ne faut pas devenir axé uniquement sur la performance. C'est comme en amour, des fois c'est plus haut, des fois c'est plus bas. Et il y a des journées où on va moins performer, il faut l'accepter. Et le type d'exercice, non, mais j'allais pas si loin que ça, je parlais pas de petites pilules bleues, là, c'est ce que tu veux. Ils se connaissent depuis longtemps, ça paraît. Et le type d'exercice, moi, ce que je retiens des patients qui ont eu de la fibromyalgie, les problèmes de mâchoire, c'est de jamais aller à l'épuisement. Souvent, le problème qu'il y a, c'est que la personne qui est en douleur chronique, une journée, ça va mieux, et là, elle fait le jardinage mur à mur. Hein? Et là, le lendemain, OK, la voiture ne démarre pas, le moteur, il n'y a pas d'énergie. Donc, c'est vraiment d'apprendre à doser. Et ça, c'est pas évident. Je reviens avec le sommeil encore parce qu'on fait un parallèle. On a appris quelque chose en sommeil. On nous disait, il y a des exercices pour réduire l'apnée, arrêter de respirer. C'est des exercices oropharyngés. Ils se sont rendus compte que si la personne fait de l'exercice, juste marcher avec plaisir, de bouger. Déjà, elle dort mieux, ça dort mieux, elle faisait moins d'apnée. Puis là, ils se sont rendus compte que ce n'est pas toujours spécifique. L'important, c'est de ne pas rester être un paratocouch, de ne pas rester sans bouger, mais en même temps, de suivre son rythme. Merci. Oui, j'y vais avec la deuxième question qui est en lien. Dans l'optique où la personne n'est pas en mesure de pratiquer d'activité physique tout court à cause de sa condition, est-ce qu'il y a des substituts? Des substituts. Des méthodes alternatives, oui, des méthodes alternatives à l'activité physique. C'est sûr que ça dépend de la condition de la personne. Là. Si tu es paraplégique, c'est sûr que tu ne peux pas faire d'activité physique. Par contre, tu peux faire de la relaxation. Tu peux. Je pense que, quand on parle d'autogestion, on a différentes méthodes de composer avec notre douleur, puis faire en sorte qu'on est quand même bien. Aussi, il y a l'activité physique, mais aussi faire les choses qui nous plaisent. Alors, ce serait peut-être la réponse à la personne, si elle ne peut pas faire d'activité physique, mais faire des choses qui lui plaisent, qui la motivent, qui lui donnent un réseau social, qui se met en contact avec d'autres et qui fait en sorte qu'elle est moins isolée, elle a du plaisir dans la vie, elle retrouve le sourire et la douleur devient aussi par le fait même plus tolérable. Yoga, il ne faut pas l'oublier, OK? Puis pas nécessairement avec de l'encens qui brûle puis des trucs d'Asie partout, là. OK? Ça, il faut le faire, ajuster. J'ai des patients qui font du dessin. Okay? C'est une feuille de papier et ça les calme. Ça calme quoi? C'est quand on fait ça, notre système nerveux autonome, celui qui contrôle notre cœur, il n'est pas en état d'alerte, il n'est pas en état d'hypervigilance. C'est super important de baisser l'hypervigilance. La lecture pour certaines personnes. La télé, c'est souvent un peu abrutissant, ce n'est pas toujours la solution. Donc, il y a plusieurs alternatives. Puis, pour continuer, Céline est présidente de l'association.
Moi, je suis présidente, une autre présidente de l'association Les Amis du Patient ici au CHUM et à Notre-Dame. Et ce que l'on offre justement aux patients de la douleur chronique sont des ateliers de créativité, des ateliers de yoga sur chaise et des ateliers aussi de gymnastique sur chaise qui sont justement faits justement pour les gens qui souffrent de... Alors, en groupe, oui. Voilà. Une question ici au fond. Oui, bonsoir. Je suis vraiment ravie de voir le maillage entre les patients, les groupes de soutien, d'entraide en douleur chronique, puis la recherche, les professionnels de la santé. Puis vous avez un rôle qui m'intrigue, qui est celui de patient partenaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans le... Je comprends l'accompagnement, la formation, mais si moi, par exemple, je souffrais de douleurs chroniques, j'étais nouvellement suivie au CHUM, il y a une clinique de douleurs chroniques au CHUM, bon, je n'invente pas ça. À ce moment-là, comment apparaît le patient partenaire dans cet écosystème-là? Donc, c'est une curiosité, là. Bien, être patient partenaire, la première des choses, tout bêtement, c'est être partenaire de nos propres soins. C'est d'abord de bien connaître ce dont on souffre, de s'informer, de se faire soigner en partenariat par l'équipe. Ça, c'est la base, tout simplement. Maintenant, nous, les patients partenaires que nous sommes, et il y a toute l'équipe qui est ici, vous pouvez aller sur le site de l'Université de Montréal, la faculté de médecine, à la direction, collaboration, partenariat patient. Et il y a des formations qui se donnent. Vous pouvez y aller tout simplement. Il y a aussi le centre d'excellence où nous sommes ici. Les patients partenaires travaillent en recherche, non pas comme des sujets de recherche, mais nous participons à la recherche comme co-chercheurs. Et voilà. Si vous voulez avoir plus d'informations, je pourrais vous en donner après. C'est une notion qui est pas nouvelle, le patient partenaire. C'est une notion qu'il a fallu ramener un peu dans le modèle des pratiques. Dans le système québécois de santé, quand vous allez chez le médecin, ça passe, vous le payez, mais vous le payez une fois par année au mois d'avril. Okay? Vous ne le voyez pas le reste de l'année. Et il y avait eu un peu une désappropriation du rôle de vraiment prendre le patient et de discuter avec le patient. Combien de patients nous disent, je suis allé en chimiothérapie, on me dit one size fits all, puis on sait qu'il y a plusieurs approches. Pour la douleur, c'est la même chose. Quand vous allez chez le physiothérapeute, vous payez, OK, et vous avez le choix, puis finalement, vous pouvez aller à un ostéo-physio, vous pouvez aller vers ci, vers ça. La notion partenaire était quelque chose qui s'est un petit peu perdu de vue. Là. Le bon médecin de famille, ceux qui ont mon âge, Dr. Welby, se rappellent de ça. Là. Ça s'était perdu. Là. Donc, ça, il faut le faire. Il y a une autre chose aussi, je voudrais qu'on soit clair. Je ne voudrais pas qu'on ne reconnaisse pas le fait que si vous, demain matin, vous devez aller à la clinique de douleur, et la même chose dans d'autres domaines, il peut y avoir des listes d'attente jusqu'à 1 an. Okay? Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des priorités. Oui, mais j'essayais de ne pas être trop pessimiste. OK? Et c'est la même chose à la clinique de sommeil, sauf qu'il y a des priorités. Il faut voir aussi comment ça se passe. Et ce n'est pas parce qu'ils vous ont mis sur une liste plus longue que votre douleur n'est pas importante, c'est qu'on a des ressources limitées. On mentionnait tantôt, il n'y a pas assez de psychologues, ils ne sont pas dans le système de santé pour la majorité. On n'a pas assez de physiothérapeutes, mais on a peut-être aussi besoin de plus de sociologues. Et il y a d'autres intervenants, il y a des anthropologues en santé qui ont beaucoup à faire. Les travailleurs de rue ont une expertise incroyable qu'on n'a pas. Et il va falloir revoir le modèle. On ne peut pas toujours continuer avec un modèle en pyramide comme on a. Et une chose, moi, qui me préoccupe, c'est... Je regarde aux États-Unis, la crise des opioïdes est très forte sur la côte ouest, est très forte dans des niches comme Baltimore, il y a des villes comme ça. Mais vous savez où c'est le plus fort? À côté ici, à 25 minutes, 30 minutes, dépendant de la vitesse à laquelle vous roulez, c'est au Vermont. Okay? Pourquoi c'est fort au Vermont? Personne ne comprend.
OK? Et dans les congrès, il y en a qui disent, ouais, c'est tous des ex-hippies, c'est des enfants d'ex-hippies, ils ont été élevés sur Flower Power. Non, c'est pas ça le Vermont quand vous allez là. Donc, on se pose des questions. Au Canada, il y a aussi des niches. Dans les maritimes, il y a des niches. Il y a des villes où les gens sont fortement sur les opiacés. Ça ne sort pas dans les statistiques. Ça fait quoi une statistique? Ça fait une moyenne. La moyenne ne nous dit pas où il y a des problèmes. Et là, je vais amener le concept que vous entendez tous parler d'intelligence artificielle. Ça nous permet d'aller chercher cette information-là qu'on n'aura pas dans une moyenne. Aller voir pourquoi dans une région c'est comme ça. On va peut-être se rendre compte qu'une région où il y a plus d'accidents de voiture parce que les routes sont moins sécuritaires. Il y a plus de glace, le type d'usine qu'il y a là, le type d'employé, et ainsi de suite. J'ai un fils qui travaille en agriculture. Je regarde le risque auquel il est exposé. C'est énorme par rapport à moi qui est dentiste. Je suis masqué, ganté, dans un endroit hyper stérile. J'ai beaucoup moins de risques que lui, à moins que le chum me tombe sur la tête. Il ne devrait pas. On va poursuivre avec les questions parce que je vois l'engouement. Donc, il y avait une question, monsieur, ici, à l'avant, dans l'arrière, puis aussi sur Facebook. Bonjour, c'est un peu une réponse à l'exercice. Moi, ça a pris 3 ans avant qu'on trouve mon diagnostic, qui était un cancer colorectal. J'ai subi la fatigue et tout ça, toute l'espèce de stigmatisation que c'était dans ma tête, là, avant qu'il... Ça a été mon médecin de famille, beaucoup... On dirait comme pour sauver des coûts. Non, on ne donnera pas ce test-là. Là, ta famille, tu n'as pas d'antécédents et ci et ça. Puis, alors, le côté, comment est-ce qu'on se retrouve là, avec un diagnostic, un bon diagnostic, c'est assez difficile. À cause des médecins, ils sont comme contraints. Ils ne peuvent pas... c'est comme une dépense, puis ils vont se faire taper ses doigts. Tu n'aurais pas dû dépenser ça, faire ce test-là. Comment est-ce qu'on peut essayer de bypasser ça sans dire je sais où tu habites, puis je connais tes enfants? Là. Il doit y avoir une manière plus adéquate pour ça. Je suis contente que vous apportiez cet aspect-là, parce que je me souviens à un moment donné, je parlais avec une personne qui souffrait de douleurs chroniques, puis je lui disais... Qu'est-ce que tu souhaiterais le plus? Puis, elle a répondu, c'est qu'on me croit quand je dis que j'ai mal. Puis, parce que, tu sais, tu n'as pas de signe objectif, là. Tu peux pas faire une prise de sang puis dire, bon, cette personne-là a de la douleur, puis l'autre n'en a pas. C'est un phénomène extrêmement subjectif, mais en recherche, là, puis dans la littérature scientifique, ce qu'on dit, c'est que la meilleure façon de mesurer la douleur, c'est de se fier à la personne qui souffre de douleur. Elle est le mieux placée pour dire ça. Puis, pour répondre à l'aspect de votre question, tu sais, c'est malheureux, puis c'est pas de leur faute aux médecins de famille, mais ils ont presque pas de formation pour évaluer la douleur chronique. Ils n'ont presque pas de formation sur les médicaments contre la douleur et puis sur tout l'aspect là, que la douleur, c'est un phénomène complexe puis qu'il ne faut pas juste traiter l'aspect physique. Puis la même chose, ils n'ont pas une bonne formation non plus pour tout ce qui est toxicomanie. Puis ça, c'est parce que dans ce qu'on appelle le cours de médecine, il n'y a pas suffisamment d'heures qui est consacré à enseigner aux médecins comment évaluer la douleur puis comment la traiter. C'est des raisons, mais il peut y avoir un livre d'excuses, là, ça dépend, là, mais qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour qu'au lieu que le médecin passe son cerveau à dire comment est-ce qu'on va me regarder, à dire ben comment je peux aider ce patient-là, parce que c'est comme il déconnecte de toi là, c'est oui, sa préoccupation. Mais ça, la nouvelle génération de médecins là ont une formation là en termes d'écoute, ils ont des cours, ils sont beaucoup mieux outillés que peut-être la génération de médecins que vous avez connue, là. Puis ça, je pense ça va changer, là, beaucoup. Puis,
actuellement, toutes les facultés de médecine à travers le Canada se sont réunies puis ont créé un comité pour augmenter le nombre d'heures de cours qui est consacré à la douleur. Fait que ça va changer aussi. Il faut avoir de l'espoir. Au niveau de la formation. Merci. Puis pour revenir tantôt à l'exercice, je voulais dire, moi, cette période-là a été longue. J'ai fait ce qu'il ne fallait pas que je fasse, c'est-à-dire m'isoler, me coucher, puis ça a empiré mon cas. Alors, ce que j'ai fait pour reprendre l'activité, moi, je demeure à Saint-Jérôme. Puis là, on a, avec la Fondation Virage, le privilège d'avoir de la kinésiothérapie. C'est comme 1 heure le lundi, 1 heure le mercredi. Mais j'arrive là, après mon traitement de chimio que j'ai aux 2 semaines, je suis épuisé. Mais juste le fait de partir de chez nous, de prendre le train, transport en commun, monter une petite marche, de m'activer, c'est ça qui m'a amené à... Parce que moi, tout seul, chez nous, les exercices, oublie ça, là. Alors, quand on dit activité physique, c'est peu importe ta situation, active-toi un peu. C'est comme s'acheter une maison pour économiser de force, là. C'est maison de... un peu de... une médaille. Je suis sûre que ce soit diffusé là, dans les médias, ce que vous dites. Bien, c'est ce que je vis, ce que j'ai vécu, puis on dirait qu'on manque de transparence, de vouloir parler parce qu'on se sent jugé, là. Mais moi, là, c'est au contraire, c'est partager ça. Il me semble que c'est pour ça que la parole est venue aux humains, pour aider les autres, là. Moi, j'aimerais... je m'excuse, je vais aller vite simplement. C'est que ce que Manon disait tout à l'heure, c'est qu'on ne nous croit pas. La preuve, ça a pris 33 ans, moi, avant qu'on trouve les 2 maladies. J'ai été même internée. C'est très long. Mais ce que je veux dire pour la deuxième chose, c'est surtout qu'on parlait de partenariat, les patients partenaires. On donne des cours, les patients donnent des cours avec les professionnels de la santé à l'Université de Montréal, justement, aux jeunes professionnels de la santé, justement pour changer, pour leur apprendre, pour leur montrer qui nous sommes, qu'on est des vraies personnes et pas seulement une maladie. Et donc, il y a un changement qui se fait et je suis soignée par une équipe qui est beaucoup plus jeune maintenant et on voit. Donc, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup. Très rapidement, une suggestion qu'on fait dans nos groupes d'entraide, tu sais, quand le médecin réagit comme le vôtre, là, parce qu'il y en a quelques-uns, il y a aussi d'arriver préparés, nous, comme patients, avec des ordres de priorité. Alors, et non pas tout mélanger, puis, alors, je suis certaine que vous n'arrivez pas à tout mélanger, je ne dis pas ça, mais arriver avec des ordres de priorité. Alors, c'est quoi que j'ai fait, les effets de ma médication, est-ce que tel médicament, quand on tient comme un carnet de bord de la médication qu'on a, on peut voir que quand on prend tel médicament, bien, ça donne rien ou ça donne mieux qu'un autre. Donc, être actif, c'est vraiment ce qu'on s'évertue à dire aux gens, soyez actifs. On fait aussi dans nos groupes d'entraide des espèces de pratiques. Alors, comment on est, comment on se tient devant un médecin, tu sais, parce qu'il y a ses préjugés, il y a sa vie, oui, c'est ça. Puis, et puis, l'autre chose, comme on sourit, hein, c'est pas parce qu'on a mal qu'on arrête de sourire. Mais alors, donc, donnez leur juste. Et vous avez sur vos tables une espèce d'échelle de douleur. De douleur, ça me donne des chaleurs. Ah, ben merci. Alors, et arriver à disant, bon, bien là, maintenant, j'ai ça, parce qu'il y a des petits bonhommes de sourire, puis il y a des mots aussi en dessous, puis il y a des couleurs. Alors, c'est pas l'échelle de douleur la plus parfaite sur la Terre, mais nous, là, on l'a fait pour nos groupes d'entraide. C'est nous qui l'avons fait. Alors, et puis, en temps normal, j'ai mal à ça, je vis ça comme ça, le matin, je suis là. Et puis, donc, le médecin finit, et tout ça par écrit, et le médecin finit par comprendre que... parce qu'il y a 10 minutes, hein? Merci beaucoup. Merci, Céline. En fait, j'ai bien aimé cette charte de douleur parce que je pouvais associer... moi, en fait, ça ne m'a jamais rien dit, le 0 à 10, parce que je me disais, à 10, est-ce qu'on s'évanouit tellement on a mal?
Puis là, avec les petites faces comme ça, je me dis, ah, OK, oui, je suis capable de me situer beaucoup mieux. On a une question à l'arrière, ensuite une sur Facebook, on a une autre devant, puis après ça, on verra combien de temps il nous reste. Oui, je voulais savoir, moi, je suis suivie à la clinique antidouleur, ça va faire 5 ans. Je prends moi aussi du fentanyl avec morphine, oui, c'est ça. Ça fait 5 ans que je suis suivie, moi aussi, à la clinique antidouleur ici au CHUM. Moi aussi, je prends fentanyl, morphine, oxycodone, en tout cas, une panoplie de médications. Puis, dernièrement, j'ai demandé d'arrêter la morphine parce que j'ai des problèmes avec mes reins, mon foie, puis la digestion, pour remplacer par le CBD, de l'huile de CBD. Puis, c'était comme si je demandais la lune C'était un problème que là, le médecin n'était pas certaine de savoir qu'est-ce que j'allais avoir comme molécule, si j'allais chercher ça n'importe où. En fin de compte, j'ai réussi à avoir une prescription médicale pour pouvoir me faire référer à la coopérative, en tout cas, où est-ce que je peux me procurer de l'huile de CBD pour au moins diminuer la morphine. Mais ça a été vraiment compliqué de pouvoir faire un changement, en tout cas, de m'enlever au moins la morphine de toute ma médication. Puis pour vrai, ça fonctionne bien. Puis ça me fait au moins une chose de ma liste d'enlever. Je peux revenir? Oui. Ce que vous mentionnez, c'est des histoires qu'on entend à la clinique régulièrement. Pour le bénéfice des gens ici, il faut comprendre que si on décompose le cannabis, là, il y a une composante qui est le THC puis le CBD. Okay? Le THC, c'est ce qui donnerait un high, okay? Puis le CBD, c'est ce qui vous rendrait cool, relax, regarder la couleur du ciel, ainsi de suite. Bon, ça, c'est le côté romantique. Le problème qu'on a des molécules à l'heure actuelle sont souvent combinées ou une isolée. Quand on regarde dans le public en général, il y a eu des études de fait au Colorado, les gens qui utilisent les trucs en vente style comme on a ici au Québec, là, pas de vente médicale, la raison majeure, c'est la douleur. Okay? Ils diminuent leur usage de morphine avec ça. Ils diminuent aussi la deuxième raison, c'est l'insomnie. Ils diminuent aussi la quantité de somnifères. Bon, ceci étant dit, il faut comprendre quand on regarde les données plus objectives. Si on vous donne du dilodide, on va s'attendre à ce que vous ayez au moins une réduction de 30 %. Si vous étiez à 6 sur l'échelle, on espère que vous allez vous rendre à 4. Okay? Idéalement, on aimerait de 6 que vous tombiez à 3. Okay? C'est rare qu'on ne traite pas la douleur en passant, là, on gère la douleur. C'est très, très différent. Là. Et le cannabis, ne sachant pas trop lequel, si c'est le THC ou le CBD ou la combinaison, il baisserait la douleur, d'après les dernières études, de peut-être 4 à 5 sur une échelle. Ça serait ici, là, pas de 4 à 0, là, ça serait de 0,4, de 4 mm okay, sur l'échelle. On sait qu'à peu près 5 mm, c'est la variabilité. C'est comment vous allez vous promener d'une journée à l'autre avec votre crayon. Donc, oui, il y a des bénéfices, mais comme clinicien, on ne sait pas qu'est-ce qui fonctionne. On a eu une patiente cette semaine, je ne me rappelle pas avec laquelle des deux résidentes je l'ai vue, mais elle a un problème énorme depuis des années. Elle a eu du cannabis en huile. Elle est devenue en problème de diarrhée infernale. Là, elle est passée en suppositoire. Okay? Il faut le dire, là, on ne sait rien, on commence. Le gouvernement a répondu à une pression publique, a répondu à une pression sociale de légaliser. Et on le comprend, on ne veut plus criminaliser un ado qui a été pris avec un truc, là, mais on a très peu d'évidence sur comment ça fonctionne. Et là, présentement, c'est le gros dilemme, c'est d'avoir des bonnes études. Est-ce qu'on peut utiliser les études que les grosses compagnies font, randomisées, contrôlées, ainsi de suite? Non, parce qu'il rentre où le cannabis? Il rentre-tu dans les thérapies complémentaires, les thérapies alternatives? Les thérapies alternatives, on ne réussira jamais à démontrer leur supériorité avec les grosses molécules. C'est des valeurs additives qui, encore une fois, peuvent fonctionner chez un patient, ne fonctionneront pas chez l'autre. Et il faut accepter qu'on est aussi maintenant dans une période de médecine personnalisée, selon vos croyances, vos attentes, votre histoire médicale, votre biochimie.
ça peut réagir très différemment d'une personne à l'autre. Je ne sais pas si je suis clair, là. Oui. Merci, Gilles. Manon, puis ensuite, on va aller à une autre. Juste un petit commentaire. Je pense qu'un des effets, entre guillemets, néfastes de la crise des opioïdes, c'est puis que là, le cannabis arrive en même temps. Bon, bien, les patients se disent, bien, je vais me mettre sur le cannabis, puis tout va être correct. Mais encore là, c'est comme... Puis tu sais, les études scientifiques, là, c'est basé sur des moyennes. Mais une personne moyenne, ça n'existe pas dans la vie. Il y en a qui répondent, puis il y en a qui ne répondent pas. Heureusement, si vous avez répondu, mais ça ne veut pas dire que votre voisine ou votre collègue va répondre à ce type de médicament-là. Puis c'est malheureux parce que ça crée des très grandes attentes chez la population des personnes qui souffrent de douleurs chroniques. Il n'y en a pas de médicaments miracles contre la douleur. On souhaite faire justement une soirée humaniscience sur un sujet comme celui-là. Sur Facebook. Oui, une autre question sur Facebook. Donc, est-il prouvé que l'alimentation, par exemple, des diètes cétogènes, aide à diminuer les douleurs chroniques? Qui ose? Un nutritionniste dans la salle? C'est un domaine de recherche qui est malheureusement très peu exploité. Il y a beaucoup de recherches à faire dans ce domaine-là. Il y a une étude récemment qui a montré que chez les personnes fibromyalgiques, au niveau du microbiote, au niveau des intestins, là, qu'il y avait des différences entre les personnes qui souffrent de fibromyalgie et d'autres types de douleurs. Mais de savoir que telle diète ou telle autre diète, ça, je ne suis pas en mesure, je ne connais pas suffisamment cette littérature. Alors, je crois Encore une fois, c'est des approches qui sont complémentaires. Complémentaires, ce n'est pas négatif, là. C'est souvent additif. Et il y a beaucoup à faire. Il y a combien d'aliments, là? OK? C'est comment on va savoir qu'est-ce qui fait pour une personne qui ne fait pas pour l'autre. Les patients qui ont de l'arthrite, il y en a qui disent « je coupe les viandes rouges, je suis mieux que les viandes blanches ». Il y en a d'autres qui disent « je coupe le gluten dans les pâtes, je prends des pâtes sans gluten ». Il y en a d'autres... Il y a beaucoup de recettes, mais à l'heure actuelle, la science a de la difficulté avec les méthodes actuelles à mettre ça en évidence. Et on revient encore une fois, ce qui marche chez une personne ne peut pas marcher chez l'autre. On a des grands preachers qui vont vous dire « j'ai la diète ». Si les diètes fonctionnaient si bien pour l'obésité, Weight Watcher n'existerait plus. Hein. Puis, je pense qu'il faut faire attention dans tout ça, là, c'est que souvent, avec les méthodes complémentaires et alternatives, les coûts sont très élevés. Puis les gens sont prêts à essayer tout pour faire disparaître leur douleur, alors ils dépensent des fortunes. Alors, peut-être juste s'assurer là, qu'il y a une base scientifique à ce qu'on prétend pour telle ou telle diète. Mais la science n'est pas toujours parfaite. Ben non. Puis des fois, tu n'en as pas de données. Il y a, pour continuer dans la même veine, alors évidemment, c'est une question qui nous est posée dans nos groupes d'entraide. Oui, est-ce qu'on devrait tous se mettre... Tu sais, quand il y a une personne qui le fait puis ça fonctionne bien, bien, c'est tant mieux pour elle. S'il y a d'autres personnes dans le groupe qui veulent l'essayer, ils n'ont pas grand-chose à perdre, ils ne mourront pas de faim. Et si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, ils reviendront à leur alimentation antérieure. Comme pour d'autres, le yoga, c'est bon. Pour d'autres, ça les rend incroyablement... Donc, il n'y a rien... Il n'y a rien de standard. C'est pas compliqué. Hein, c'est ça la réponse. Il n'y a rien de standard. Ça vaut la peine de l'essayer, mais et là, ça ne fonctionne pas, tant pis. C'est erreur. Et puis, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont des prêchis-prêchats il y a juste une chose qui existe dans la vie, mais non, en douleur chronique, c'est dommage, mais c'est pas ça. Merci, Céline. On a une dernière question à l'avant. En fait, ce n'est même pas une dernière question, c'est juste un supplément. Puis Céline en a parlé tantôt. Je voulais ajouter que la grille de 1 à 10, c'est assez subjectif. Et puis, quand on n'est pas entendu de son médecin, je pense qu'il faut se poser la question, est-ce que j'y ai vraiment dit comment j'avais mal? Alors, moi, j'ai été élevée, pense-y pas,
ne seras pas malade ou arrête d'y penser, puis ça va faire moins mal. Alors moi, c'est le médecin qui m'a finalement qui m'a allumé là-dessus, que si moi je dis j'ai mal à 5 sur 10, ben en fait, je dois rajouter 2. Il faudrait que je dise j'ai mal 7 sur 10. Je pense que la soirée est terminée. C'est les lumières automatiques du CRCHUM à 7 heures, ça baisse. Alors, c'est juste pour ajouter. On va improviser. Juste ajouter qu'il faut vraiment dire sa douleur. En tout cas, moi, c'est mon cas, puis je me dis qu'il doit y en avoir d'autres qui ne disent pas suffisamment la douleur qu'ils vivent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, je pense que j'aimerais conclure la soirée en fait en disant que la douleur chronique, c'est pas quelque chose de simple. Il ne faut pas non plus se sentir stigmatisé parce qu'on a un problème comme celui-là ou parce qu'on doit prendre certains opiacés. C'est important d'en parler, c'est important de se faire accompagner. Il y a justement des groupes de soutien qui existent. C'est super important. J'aimerais énormément vous remercier. Gilles, merci beaucoup. Merci pour votre temps. Céline, Manon, Ghislaine, ça a été vraiment une superbe soirée, je pense, plein de belles discussions. On reste ici encore quelques minutes si jamais vous voulez nous accrocher, aucun problème. Je voudrais juste dire que ceux et celles qui souhaitent rejoindre l'Association québécoise de la douleur chronique, leur site, vous avez il y a des brochures, puis le site web, là, c'est facile à retenir, c'est douleurchronique en un seul mot.org. Pour terminer sur notre super beau site de l'Association de la douleur chronique, il y a beaucoup d'informations. C'est sûr que ce n'est pas encyclopédique, mais il y a énormément d'informations, pas seulement de base, mais de différents éléments, des différentes causes de la douleur chronique. J'ai adoré comment on a commencé avec Ghislaine, qui disait « Mon équipe, on est membre d'une équipe. Okay? » Et moi, je répète toujours, je ne vivrai jamais assez longtemps pour remercier mes patients, comment ils m'ont stimulé à faire de la meilleure recherche, puis mes Moses de résidents qui me posent des questions impossibles. Merci beaucoup à tout le monde. Passez une belle soirée. Les lumières sont revenues.